Le problème du crack à Paris a été déplacé, certes, mais il n'est toujours pas résolu. Après la colline du crack, le squat dans les jardins d'Éole, les craqueux ont donc été déplacés porte de la Villette. Mais dans le nord-est parisien, rien n'a vraiment changé. Les dealers sont toujours là et les habitants n'en peuvent plus. La réponse policière, comment elle peut se traduire sur le terrain ? Parce que il y a évidemment ces nuisances à la fois pour les habitants, pour ceux qui passent, et en même temps, face aux forces de l'ordre, on a des toxicomanes qui sont dans un état parfois malheureusement lamentable. Et pour vous, c'est forcément compliqué de travailler aussi dans ces conditions. Bien sûr, le policier travaille dans l'humain. C'est avant tout la matière. La matière, c'est la matière humaine. On peut sortir toutes les lois qu'on veut, on peut faire toute la philosophie qu'on veut. N'empêche que le policier se retrouve face à face, les yeux dans les yeux, avec une personne, effectivement, qui a consommé du crack, qui est complètement à l'ouest. Le crack, en fait, c'est un mélange de cocaïne et de bicarbonate de soude ou d'ammoniac. Donc, si vous voulez, ça fait un effet dévastateur. Vous avez tout de suite un effet euphorisant. Et quand vous êtes toxicomane comme ça, vous voulez retrouver justement cette euphorie. Parce que ça redescend aussi vite que c'est monté. Et donc, forcément, on est tout de suite aliéné et on devient un peu, comme dans un épisode de The Walking Dead, des zombies. Voilà, on cherche, donc il faut de l'argent pour acheter sa dose, etc. Donc, nous, on est au contact de ces gens-là. Je pense que Stalingrad, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je suis sur Paris. On a toujours connu Stalingrad comme une plaque tournante de la drogue. Moi, je me rappelle, 2001, on allait dans les pharmacies de temps en temps parce qu'on était appelés. Il y avait des attaques à la seringue parce que c'était l'héroïne. Donc, les toxicos arrivaient avec des seringues pleines de sang et disaient qu'il y avait le sida pour avoir justement des doses, de la caisse, de l'argent, etc. Donc, ça a toujours été quand même un centre un peu névralgique de la drogue. Ce qu'il faudrait surtout, c'est retirer les gens malades, parce que pour moi, c'est aussi des malades, les toxicomanes, et les dépayser, et faire une petite opération chlorophylle, les mettre ailleurs. Parce que là, en fait, on les laisse toujours en proie avec les dealers. Oui, ça entretient. Donc, on a beau choper des dealers, les interpeller, les donner, les mettre dans les mains de la justice. Il y en a effectivement qui sont condamnés, qui vont en prison, mais en fait, le nombre fait qu'ils reviennent tout le temps. Donc, il faudrait vraiment prendre ces gens-là et les mettre dans des endroits sécurisés où on peut les traiter, parce que c'est un moment long de désintoxiquer quelqu'un. Ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts, en disant je donne plus sa dose, terminé. Non, ça prend du temps, c'est un aspect psychologique. Donc je pense qu'en France, on a quand même des pouvoirs publics, on a plein de bases militaires abandonnées. On pourrait faire vraiment des centres de soins fermés, entre guillemets, où on peut vraiment mettre les gens et les soigner. Et ils ne seraient pas non plus au contact des dealers. Voilà, je pense qu'il y a des solutions à avoir. Effectivement, le Français qui est chez lui, il ne veut pas savoir si c'est la mairie ou si c'est l'État ou si c'est le préfet. Lui, ce qu'il veut, c'est que son problème du quotidien soit réglé. Donc maintenant, il faut peut-être vraiment avoir l'envie de résoudre le problème. Alors 1 an, c'est bien. J'espère que ça va marcher aussi. Nous, policiers, on fait tout ce qu'on peut toute la journée pour essayer de soulager aussi les habitants. Mais c'est compliqué parce que ça revient et on prend des vagues tous les jours. Et depuis qu'ils ont été déplacés de Stalingrad à la porte de la Villette, sur place à Stalingrad, on entendra un habitant dans un instant, la situation s'est un peu améliorée quand même ? Alors la situation s'est légèrement améliorée, mais c'est un effet d'aubaine, c'est-à-dire que c'est au début. Puis après, petit à petit, les habitudes reviennent. Parce que quand vous êtes, y compris pour les dealers, quand vous êtes dans un endroit comme là où on les a déplacés, vous êtes trop visible par rapport à la police. Donc en fait, on redéplace le problème. Il repasse en disant, si tu veux me trouver, maintenant, je reviens où tu étais avant, parce que c'est plus facile dans le quartier. C'est les quartiers populaires et c'est beaucoup plus facile. On peut se déplacer à travers justement la population, que là-bas, là où ils étaient, porte de la Villette, il n'y avait rien autour. Donc ils étaient plus facilement identifiables. Jean-Christophe Couvi, on voit aussi que ce sont des quartiers entiers pour qui la vie devient compliquée. On a entendu parler des habitants, mais on voit aussi dans ces quartiers souvent des commerces qui ferment. On en parlera tout à l'heure, le prix de l'immobilier qui chute. C'est-à-dire que c'est des quartiers finalement qu'on abandonne, entre guillemets, où la vitalité économique aussi du quartier est touchée. En fait, c'est pas des quartiers abandonnés comme on pourrait le dire. C'est des quartiers qui sont annexés par des personnes qui en font leur territoire. Et ça, des fois, en plein centre-ville. C'est pas que dans les... Moi, mes parents vivent dans une petite commune, ça s'appelle Périgueux, 35 000 habitants. Et je le vois, plein centre-ville, il y a des marginaux, il y a des punks à chiens qui viennent, qui picolent, qui se droguent, qui crient, qui se battent. Et au vu et aux yeux de tout le monde. Et personne ne dit rien. Parce que si on dit quelque chose, les citoyens se font agresser. La municipalité ne dit rien. Et donc, du coup, on laisse en l'état en disant, bon, mais tant pis, je ferme les yeux. Mais c'est comme ça qu'on sclérose en fait un point. Et c'est comme ça qu'après, il faut pas laisser en fait prendre part à ça. Et donc les grandes villes, c'est ça. On va à Nantes, c'est pareil. Le centre-ville est bien squatté. Donc on sent qu'il faut vraiment mettre le paquet sur tous ces petits groupes qui se forment et ne pas les laisser prendre le terrain. Alors c'est très compliqué parce que ça demande des effectifs, ça demande de la volonté politique, ça demande des moyens et ça demande aussi derrière d'avoir une justice qui est à niveau. Une justice qui est à niveau, la pauvre, elle est
elle est revenue à l'histoire de la préhistoire. Hein. C'est vraiment, elle n'a pas de moyens, ils n'ont pas de juge, pas de magistrat. Enfin voilà. Donc en fait, il faut remettre tout à flot, mais ça va être un temps long. On ne va pas claquer des doigts encore une fois, on ne va pas l'avoir tout de suite. Mais il faut, par contre, il y a des mesures chocs à prendre. Et il ne faut pas laisser vraiment le terrain, justement, à la délinquance. Et là, on est à un carrefour. Et je pense qu'effectivement, on se réveille. Certains politiques se réveillent. Et comme disait M. de Montvalon, il faut qu'on fasse peut-être une image en temps réel de la France et savoir quel modèle sociétal on veut vraiment pour nos enfants demain. Nouveau refus d'obtempérer hier à Bourges et une nouvelle fois un membre des forces de l'ordre a été blessé. C'était lors d'un contrôle routier. Un véhicule qui roulait à vitesse soutenue a refusé. Ce contrôle a renversé un policier. Son collègue a dû tirer à 4 reprises. L'homme ensuite a pris la fuite. Une enquête a été ouverte. Ils ont retrouvé le coupable. Mais désormais se pose forcément la question de ces refus d'obtempérer dont on parle de plus en plus. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Jean-Christophe Couvi, effectivement, on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est un phénomène nouveau et qui s'amplifie ? Ah ouais, c'est nouveau, oui, ça arrive, mais surtout, c'est que maintenant, c'est constant. C'est-à-dire que des fois, il y a des effets de mode, et là, on se rend compte vraiment que, ça y est, le danger numéro 1 du policier, du gendarme, c'est le refus d'obtempérer. C'est devenu la principale source d'inquiétude ou de vigilance de vos collègues Bien sûr, quand on fait un contrôle routier, quand on veut intercepter un véhicule, on a toujours été prudent. Il y a toujours des techniques d'intervention qui fait qu'on essaie de ne pas se mettre face au véhicule, on essaie de se mettre de côté, mais des fois on n'a pas le choix, ça dépend de la physionomie des lieux. Et surtout, c'est que maintenant on a des individus qui n'hésitent plus à rouler sur les policiers, mettre des flics sur le capot et essayer de tuer du policier. Ou alors des fois ils ne se rendent même pas compte, et comme on disait, des fois c'est parce qu'il y a peut-être un cocktail drogue avec alcool, voilà. Donc il y a des gens qui n'ont pas le permis, donc des fois on se demande même pourquoi avoir 12 points si à la fin, même ceux qui n'ont pas le permis conduisent quand même. Mais nous, policiers, et encore une fois, je veux qu'on arrête de faire croire aux gens qu'on tire sur des voitures parce qu'il y a un refus d'obtempérer. Si on doit neutraliser une personne, c'est parce qu'il nous met en danger ou met en danger des citoyens ou nos coéquipiers. Donc là, on est en état de légitime défense. C'est pas tirer pour tirer sur un refus d'obtempérer parce que la voiture s'enfuit. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce qu'on est en danger. Jean-Christophe Couvi, justement, sur les gens que vous arrivez à interpeller lors des délits de fuite, c'est quoi le plus souvent ? C'est défaut de permis, en plus stupéfiants, alcool. Quel est le profil, les infractions qui sont relevées en fait ? Il y a un peu tout. Il y a les voitures volées aussi. Hein. Il y a les voitures volées. Il y a les mineurs qui sont au volant, qui n'ont rien à y faire parce que les parents regardent peut-être la télé au lieu de s'occuper de leurs enfants. Il y a toutes ces choses-là. Moi, ce qu'on constate, nous, policiers, et en fait, c'est un constat de société, c'est que depuis 20-30 ans, on a castré l'autorité. Voilà. Mais de tous les métiers, pas que du policier. On discute avec des professeurs des écoles, ils nous disent, moi récemment je discutais avec la professeure des écoles de ma fille, et c'était par exemple sur l'éducation sexuelle. Elle me dit comment vous l'avez pris. Je dis non, je sais pas, je prends non parce qu'il y a des parents qui ont été très véhéments. Oui, parce qu'on remet donc en ça cause, commence là. Voilà, on remet en cause plein de choses. Donc l'éducation nationale, on a castré l'autorité. Les pompiers maintenant se font agresser. Sur les médecins, on se rend compte que maintenant on a un observatoire sur les agressions des médecins tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est tous les pans. Alors, je parle même pas des hôpitaux, puisque maintenant on est obligé de mettre des vigiles dans les hôpitaux parce qu'il y a des agressions. Enfin, je veux dire que tous les pans du système régalien de l'État est attaqué et les gens en fait se révoltent un petit peu contre ce système. Enfin, une partie des gens, bien sûr, pas tout le monde. Et donc, en fait, on a perdu complètement notre autorité. Et ça, c'est un vrai constat. Et j'ai une amie qui me disait ce week-end, elle me dit c'est marrant, elle me dit moi quand je vais en Angleterre, Belgique, tous les pays couronnés, entre guillemets, où il y a une royauté, etc., elle me dit tous les systèmes publics et policiers sont sacralisés. Et elle me dit, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France ou dans certains pays latins où effectivement on ne respecte pas forcément l'uniforme et l'autorité. Sur la légitime défense, certains demandent de réformer d'ailleurs le principe de légitime défense. Vous savez, dans notre syndicat, il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, on a organisé un colloque sur la légitime défense. On a fait venir des magistrats, des avocats, on a fait venir des psychologues, on a fait venir des sociologues et on a confronté un peu tout ça. Nous, on s'est mis en retrait, on a observé. Et justement, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a des débats, notamment sur la présomption de légitime défense, etc., qui est complètement, qui nous le disaient eux-mêmes, c'est un gadget, parce que dans tous les cas, le juge, le magistrat mènera une enquête. Voilà. On est dans un état de droit, on doit effectivement expliquer, le policier doit s'expliquer devant la démocratie pourquoi il utilisait son arme. Ça ne veut pas dire pour autant, et c'est là qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il est suspect ou pas. S'il est suspect, c'est qu'il y a des indices concordants, donc dans ces cas-là, il doit pouvoir se défendre. S'il n'est pas suspect, parce qu'effectivement, depuis le début de l'enquête, on voit bien qu'il y a des indices concordants qui fait qu'il était en état de légitime défense, ce policier-là, effectivement, il n'a pas à être mis en examen. Il doit avoir un statut un petit peu spécial protégé, et justement,
on demande aussi, est-ce qu'on ait des juridictions spécialisées avec des magistrats qui sont sensibilisés aux problèmes de la police, à l'usage des armes, au stress, voilà, qui viennent faire des stages avec nous et qui soient sensibilisés à ça. Et c'est cette latence-là, en fait, si vous voulez, entre le policier, par exemple, qui est mis en examen, et en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce policier-là ? C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille tous les matins, qui se lève pour justement, qui est embauché par l'État et qui travaille et j'allais dire qui intervient en tant que policier, à la fin, ça sera un citoyen lambda qui devra répondre lui-même de ses actes devant la justice. Et c'est là-dessus où nous, on veut travailler. Parce que le policier, c'est pas un citoyen lambda. C'est aussi quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique et qui a besoin d'être soutenu par sa hiérarchie, aussi par l'État. Mais attention, on ne tire pas sur les refus d'obtempérer. C'est ce qu'on explique. Et je sais qu'il y a... Voilà, c'est vraiment un état légitime défense. C'est 0,76%. Oui, mais parce qu'on est en état légitime défense. C'est pas pour stopper un véhicule, c'est parce qu'on peut pas se dérober au véhicule et on protège soit notre collègue, soit notre... ça n'arrêtera pas, de toute façon. Non, mais nous, on se protège. C'est le soir, on a envie de voir nos gamins, on a envie de voir nos femmes et d'être en vie surtout. Et puis tant pis pour l'autre, hein. À un moment donné, faut se défendre, c'est la légitime défense.